Est-ce que les jeux c'était mieux avant? Je sais pas, quel jeu? Bah, Les ça jeux de dépend. tuiles, les jeux... Je sais pas. Ah, Mais non, Berserk. les jeux vidéo, enfin. Ah, les jeux vidéo. Eh oui, bonjour Amy Tchou, 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 tchou. Ouais, bonjour Maître Belle, bonjour Ododo. Salut tout le monde. Allô. Bonjour Cécile. Bienvenue dans Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des jeux vidéo des années 90, me dit-on, Rodoudou, c'est ça? Une petite chronique Ah oui, une petite chronique de Ah bah Rodoudou. pour vous faire plaisir. Le dernier. Mais avant, un peu d'actu. Nous avons une nouvelle campagne Ulule pour le prochain livre des éditions 64K. Les Ah. éditions 64K vous proposent une nouvelle édition dédiée au CPC. Dans l'ombre du CPC, l'héritage des jeux Amstrad. Attention, le livre sera en français. Eh oui, ça et peut c'est écrit arriver. par Oudoudou? Non, Pas Non du tout. Ah bon. pas du tout. Et la campagne Ulule va ouvrir bientôt, le 27 février, à vos claviers. Mhm. De nouvelles œuvres entrent dans le domaine public en 2026. Retrouvez la liste des 587 noms qui se sont élevés. C'est plus joli que tomber nom dans le domaine public en 2026 sur un billet du site Calica de la BNF. Parmi eux, le peintre Fernand Léger. La fondation Blender a un nouveau sponsor, Netflix, qui leur a versé 240 000 $ par an. On rappelle que Blender fait plein de trucs autour de la 3D, de l'animation et même du montage vidéo. En effet. Encrypted Already, la nouvelle campagne de l'EFF, l'Electronic Frontier Foundation, lance une nouvelle campagne à destination des grands acteurs du numérique pour les inciter à protéger la vie privée des utilisateurs, notamment par le chiffrement bout en bout sur leur service. De nouvelles fonctionnalités pour l'IRC. Libera.chat modernise ses serveurs IRC avec les fonctionnalités de la nouvelle version 3 du protocole tag de messages unique, horodatage, serveur, notification d'invitation et de support de tag des clients comme le typing. L'indication qui est en train de rédiger une réponse. C'est quoi ça? Bah oui, quand c'est comme sur Discord, il te dit Cécile est en train d'écrire machin. Ah, Ah. si seulement ça pouvait attirer les gens qui vont devoir fuir Discord, bah oui. Bah oui. Mais on en justement, il y a parlera, des mais- remplacements de Discord. Ah oui, il y en a plein, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a trop. Nouvelle version de LibreOffice en 26.2. J'ai désinstallé Office. La libre version améliore les performances, la compatibilité XLSX et les multi-utilisateurs pour Base. Point fort, Writer supporte désormais la syntaxe Markdown, ce qui simplifiera les imports et les exports. Par ailleurs, The Document Foundation critique le format OXML de Microsoft par son manque d'interprétabilité. Et oui, qui est censé être normalisé, mais en fait, c'est pas la version normalisée qu'ils implémentent chez Microsoft, et ça fout le bazar, comme d'habitude. Et voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Eh bien, on écoute Voilà. une chiptune. Ah, c'est bon pour Ça va l'actualité. reposer un peu, voilà. Et on écoutera après Rodoudou avec la chronique sur les jeux vidéo des années 90. À tout de suite.
C'est bien sympa ça, Mais dis oui, donc. il s'agissait de Constellation, de CS127 et de Tunehead 13. Il faut savoir que c'est un tracker, en fait, c'est IT au niveau de la musique. Format, Du format. Effectivement. Donc c'est du Impulse Tracker et c'est une musique que j'ai trouvée sur Demozoo. Eh ben Zou, c'était Eh bien, bien ça. Zou. Zou, passons au sujet. Mais non, avant, Non, vous bon êtes sur Underscore, Ah, oui. l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique, alors que vous nous écoutez sur Fréquence Mutine, Radio Primitive, Westrack, Radio Cactus ou bien Radio Méga. Bienvenue sur Underscore. Et Roudoudou va nous parler de jeux vidéo des années 90. Et oui, bienvenue dans cette chronique geek où je tente de vous replonger dans l'ambiance de l'informatique des années 80-90. Ambiance. Il y a une assertion comme quoi la période des années 90 est l'âge d'or du jeu vidéo et que ça se passe sur PC. Oui. Réponse courte, oui. Ouais. Réponse longue, c'est plus nuancé. Oh oui. Ça, c'est la raison de cette chronique. Je vais vous parler de la créativité dans le jeu vidéo, des jeux PC, bien sûr, et bien sûr aussi de PC tout court. Alors, comme je vous en parlais dans les premières chroniques, j'ai personnellement particulièrement apprécié le début des années 90 sur mon PC parce que j'avais une bête de course avec un bon processeur, une carte graphique de dingue qui est restée longtemps la carte graphique de référence, la plus rapide en taux de transfert. Et à force que je vous parle de cette histoire de taux de transfert, je vais vous faire une chronique sur les CPU de l'époque. Pour vous expliquer pourquoi c'était important, qu'est-ce qui a fait les forces, les faiblesses de chacun. Alors déjà, la première nuance, c'est que tout le monde n'avait pas cette machine taillée pour le jeu. Le monde du PC était très hétérogène, l'est toujours en fait. Aujourd'hui et encore, si vous achetez un PC, vous pourrez jouer, mais certainement pas au maximum des possibilités d'un jeu. Non mais allô, t'as un jeu, t'as pas de carte son. Non mais quoi. allô quoi. Pour ça, il faut lui mettre à minima une grosse carte graphique de gamer. Donc une fois encore, cette chronique est très personnelle et ne représente pas forcément le vécu des gens qui avaient un PC à cette époque. Alors si j'ai été épaté par Doom et d'autres petits bijoux à leur sortie, comme Theme Park, Incredible Machine, il faut reconnaître que pendant quelques années encore, les jeux qui sortent sur Atari ou Amiga sont plus équilibrés, parce qu'ils sont conçus sur des machines dimensionnées uniformément. Tous les Atari sont identiques. Je fais un raccourci, venez pas me reprendre. Alors je voulais te reprendre parce que... Les Amiga aussi sont identiques. Je sais, c'est pas vrai, mais voilà, c'est faux. C'est le principe. Et ils sont surtout beaucoup plus simples à faire fonctionner que les jeux MS-DOS. Le jeu Vroom est fabuleux sur ordinateur 16 bits, alors que la version PC a un arrière-goût de pas assez. Oui, le jeu Vroom avec une souris sur Atari... Ah si, mais même sur Atari, je l'ai adoré. Même sur Atari. Donc voilà, Vroom PC, c'est pas un portage raté, mais il manque quelque chose. Peut-être que c'est dû aux écrans des ordinateurs 16 bits, qui sont de qualité moindre que les écrans PC. Plus petits et moins précis, les pixels sont moins nets. Et la faible résolution est paradoxalement ressentie meilleure, car les pixels sont lissés par l'écran. Les écrans de PC, eux, turbinent déjà à 70 images par seconde et sont capables d'afficher de très grosses résolutions. Autant dire qu'en VGA, les pixels paraissent gros et d'un carré parfait, ce qui renforce le côté pixel. Et comme de très bons jeux sont encore développés pour les ordinateurs 16 bits, on retrouve les versions PC non seulement plus tard, mais surtout sans amélioration. Par exemple, le jeu Flashback est excellent, mais il ne propose rien de plus que la version Amiga. Les graphistes n'ont rien changé au passage sur PC, on reste en 64 couleurs, pas une de plus. Le jeu Lemmings, parfait sur 16 bits, souffrira lui aussi d'un certain manque de couleurs une fois passé sur PC. Alors évidemment, dans le même temps, des jeux spécifiques PC et en haute résolution sortent. Je pense à Michael Jordan in Flight ou Lynx 386, qui est un jeu de golf. Alors Michael Jordan in Flight, vous avez compris, c'est un jeu de basket. Oui, forcément. C'est pas un simulateur de vol. Et donc ces deux jeux inaugurent au même moment que Mortal Kombat sur arcade des animations capturées en vidéo. Alors 256 couleurs en 640 par 480 et ça tourne super bien.
On est dans le photoréalisme avec une qualité d'image supérieure à ce que pouvait offrir la télévision de l'époque ou les cassettes vidéo, hein, histoire de remettre un peu de contexte. C'est la HD avant l'heure, hein, c'est à peu de choses près, c'est comme un DVD. Ouais, mais les séquences étaient vraiment petites. Hein. Ah non, là je parle du jeu. C'est-à-dire que le jeu, ce sont des sprites digitalisés en très haute résolution. Donc, tu joues avec une qualité meilleure que ta télé. Non, mais c'était incroyable. Plus tard, nous aurons d'autres ovnis en haute résolution, comme Theme Park, qui est une simulation de parc d'attractions. Le jeu Incredible Machine, qui est... Theme Park était aussi sur Amiga. Le jeu Incredible Machine, qui est une suite de puzzles logiques à base de chats, de balles et de ressorts en tout genre. Les premiers gros jeux d'aventure ne sont pas en reste, avec Alone in the Dark, précurseur de Resident Evil, hein, qui n'en sera qu'un vulgaire plagiat sur console. Vive la France. Tous les studios de jeux se lancent sur PC avec des jeux originaux, et il faut dire que contrairement aux 8 bits ou aux 16 bits, le monde du PC se compte en dizaines de millions de machines, donc on va pouvoir arrêter le bricolage dans son garage, hein, pour quelques milliers de personnes, même si aucun jeu n'a jamais été réalisé dans un garage. Je sais pas pourquoi, d'où sort cette légende. C'est par rapport à l'Apple. D'autres jeux sont moins jolis mais très prenants. Alors, étant lycéen, j'ai quand même pas mal de temps libre. Hein. Aussi, je me prends d'affection pour le premier volet des Grands Prix de Geoff Cramon, alors qui en a sorti sur Amiga aussi, je crois bien. Je joue en mode championnat en même temps que les vrais pilotes de Formule 1. Boucler les 78 tours du circuit de Monaco plus rapidement que Damon Hill ou Nigel Mansell, prendre le départ en même temps qu'eux. Toute une expérience que je ne me crois pas capable de revivre aujourd'hui. 78 tours. C'est parce que c'est le circuit le plus court, il y a moins de tours, hein, sur les autres circuits. Voilà. Il est probable que le ressenti de cet âge d'or venait aussi du temps libre qu'on avait à y consacrer, ce qui est plus compliqué avec une famille et un travail. C'est étrange. Bon, il n'y a pas... Non. J'allais faire une blague, mais je crois que je vais éviter. Ce jeu de Formule 1 inaugure aussi les problématiques de licence. Hein, parce qu'il faut savoir que... alors moi je repense surtout à pas mal de jeux sur Amstrad où les images de présentation du jeu étaient littéralement des copies d'illustrations de jeux dont vous êtes le héros, ou même de la bande dessinée Rahan. Le droit d'auteur en connaissait pas trop. Et donc ce jeu de Formule 1, il n'était pas question d'un partenariat quelconque avec la FIA. Et pour contourner un éventuel procès, tous les noms des pilotes sont légèrement modifiés, mais reconnaissables. Et le jeu propose d'éditer le nom de chaque pilote. Charge aux joueurs passionnés de remettre les bons noms aux bons endroits. Les coquins. C'est aussi ça, les années 90, l'apparition des licences dans les jeux vidéo et la possibilité de les vivre pour la première fois. Après, il y a eu des licences plus ou moins réussies. Hein. Par exemple, Zool, en partenariat avec Choupa Choups. C'était pas ouf. Oui, un jeu sponsorisé par des sucettes. Ah oui, je m'en souviens. Quand Doom sort, je l'avais déjà évoqué. J'y passe beaucoup de temps aussi. D'abord, terminer le jeu solo en facile. Ensuite, augmenter la difficulté. Ensuite, y jouer en réseau. Construire ses propres niveaux. Et après, on pouvait même changer les sons, changer les textures. Et le moteur de Doom étant flexible, il aura quelques enfants. Exen, puis hérétique, ou l'inverse. Et dans un registre médiéval magie, avec un inventaire, des potions, des sorts. Il se murmure alors que le prochain Doom sera en 3D intégral. Mais l'équipe d'ID a à peine démarré les développements qu'ils se font griller la priorité par Interplay avec le jeu Descent, début 1995. Rendez-vous compte, un jeu de combat spatial dans un labyrinthe en vrai 3D avec mapping corrigé et illumination dynamique. Le contrôle du vaisseau est encore plus complexe que manier un hélicoptère. On tourne la tête dans tous les sens, du déplacement latéral dans toutes les directions et on peut mélanger les mouvements pour exécuter des actions encore plus tordues. Cerise sur le gâteau, on peut y jouer en réseau. Le jeu est un joli succès commercial. Il atteint rapidement le 1 million d'exemplaires et continuera de se vendre derrière. La fin d'année est tonitruante avec la sortie de Duke Nukem, un jeu marrant au premier abord, jouable en réseau avec éditeur de niveau. Le véritable rapport à Doom, est surtout qu'on peut passer le jeu en haute résolution car il est très optimisé, j'en reparlerai ensuite. En tout cas, le jeu cartonne.
Descent en full 3D avec un super jeu réseau. Duke Nukem qui cartonne aussi avec un support réseau agréable, un éditeur de niveau. Quake est annoncé, mais il n'est toujours pas là. C'est au tour de Bethesda de sortir son jeu en 3D intégral avec Terminator Future Shock, monde ouvert, pas spécialement détaillé, mais une 3D intégrale réussie et une ambiance garantie. C'est la panique chez ID Software. Et quand je dis panique, on le ressentait bien à l'époque avant de la lire, 30 ans plus tard, dans une bio de Romero. Je vous avais fait une chronique sur la bio de Romero, et vraiment c'était la panique chez eux. Quelques mois passent, ils se décident à sortir une version bêta de Quake. Et cette bêta laisse une très mauvaise impression. Les articles ne seront pas spécialement élogieux, que ce soit pour la bêta ou pour la version finale en septembre. Florilège, Quake n'est qu'un Doom 3, c'est un peu pitoyable. Le moteur du jeu est en revanche exceptionnel, du jamais vu au niveau des possibilités offertes. Reste à nous de construire le jeu géant qu'ID n'a pas su faire. Alors, à l'époque, j'avais personnellement joué à la bêta de février et j'avais eu vent aussi du bad buzz associé au processeur Cyrix et je n'ai jamais cherché à jouer à la version finale. Quelle erreur. Je vous disais en début de chronique que ce que je vous raconte est très personnel et dépend des expériences de chacun. C'est donc suite à quelques discussions téléphoniques avec d'autres potes que plusieurs personnes me disent qu'ils ont bien aimé Quake, que c'était sympa. Je profite alors de quelques instants de temps libre dans mon emploi du temps pour rattraper mon retard. D'abord, trouver Quake et quelques mods ne doit pas être bien compliqué. Est-ce que le jeu était vraiment... je sais pas. Est-ce que le jeu était vraiment si nul que ça ? Eh bah, d'abord, pas du tout. Je ne reconnais pas la preview jaune et terne. Le jeu est plus coloré et le level design est bien soigné pour le jeu en solo. Oui, parce que ça avait été un reproche de Quake rapport à Duke Nukem. Les maps du jeu n'étaient pas géniales pour le jeu en réseau, les outils n'étaient pas disponibles pour se faire ses propres cartes, là où Duke Nukem avait ouvert son éditeur pour que la communauté s'en empare comme Doom en son temps. Mais le jeu est bon. Et la suite, Quake 2, qui sort environ 1 an plus tard, est encore plus aboutie. L'accélération 3D est supportée en OpenGL et des light maps précalculés sont ajoutés sur les textures pour une cohérence sur les lumières impeccable. On reconnaît la patte du level designer, un style intuitif, très linéaire, donnant parfois l'impression de se perdre au joueur, alors que non, en fait on le guide. Concernant les ventes, j'ai regardé les chiffres parce qu'il me semblait que Quake avait fait un four et que Quake 3 avait fait un carton. Encore tout faux. Quake aura vendu 2 millions de copies, 2 fois moins pour Quake 2 et Quake 3, il n'y a pas de justice. En face, Duke Nukem trône fièrement avec presque 5 millions de copies vendues, ce qui est, à mon sens, énorme pour un jeu solo pas foufou. Ouais, mais attends, ils avaient fait un partenariat avec BASF où tu pouvais acheter tes disquettes vierges avec une démo de Duke Nukem. Ah. Eh ouais. En tout cas, j'ai rejoué à Duke Nukem pour vraiment le confirmer. Les épisodes solo sont vraiment bâclés, petits et pas intéressants. Mais à l'époque, nous, on y jouait beaucoup en réseau. Alors, avec cette récente expérience, je me demande si je ne suis pas passé à côté d'autres pépites. J'en parle avec un pote et il me dit « Mais est-ce que tu as essayé Dark Forces ?» Alors moi, je me rappelais avoir joué à un mode étoile noire de Doom qui était amusant sans plus. Mais Dark Forces ne m'évoque rien de particulier. Encore une fois, quelle erreur. Le jeu est basé sur un moteur maison qui ressemble à celui de Duke Nukem, enrichi par des particules, des objets en vrai 3D, un système de script évolué, un environnement sonore excellent et une histoire pour le jeu solo qui rappelle un condensé de la première trilogie. Eh bien, figurez-vous que ce jeu sort presque 1 an avant Duke Nukem 3D. Comment avais-je pu passer à côté ? Alors, je pense à la réflexion que je suis passé à côté parce que j'étais complètement conquis par Descent, que j'essayais de terminer. Voilà, il ne lui manquait que l'éditeur de niveau et du jeu en réseau. Et vous savez combien il s'en est vendu de Dark Forces ? Non. On parle d'un jeu LucasArts quand même, qui au moment où il sort est techniquement meilleur que Duke Nukem 1 an avant. Et ben, il s'en est vendu à peine 1 million. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de justice. Bon, en tout cas, je suis content d'avoir pu d'avoir pu y jouer 30 ans plus tard. C'est un jeu extra qui a bien vieilli, mais n'a eu, hélas, aucune descendance technique. Descendance. Et oui, comme Doom avait pu être dérivé en hérétique ou exen, certains moteurs de jeu allaient avoir des descendants.
Si la série des Quake est un succès en demi-teinte, le moteur est si souple qu'il est revendu à plein de sociétés pour qu'elles puissent réaliser leurs jeux. Et alors là, il y a du banger. Rendez-vous compte, Half-Life, Half-Life 2, Team Fortress, Counter-Strike, Dota, Titanfall, Left 4 Dead, Call of Duty, Black Ops. Rien que ça. Hein. Même LucasArts va adopter un Quake Engine pour sa série des Jedi Knight. Bon, c'est la période où l'âge d'or s'arrête et en même temps que les jeux s'uniformisent. Il n'y a pas que les gros moteurs type Quake qui sont revendus, mais tous sont plus ou moins similaires dans leur approche. Aujourd'hui encore, il n'y a guère que 3 moteurs utilisés dans le jeu vidéo. Unreal Engine, Unity et le dernier ID Tech. Quelques gros studios ont des moteurs propriétaires, mais sur des licences énormes comme GTA, Assassin's Creed, ou alors sur des jeux vidéo très spécifiques comme le foot ou la Formule 1, avec lesquels on n'a jamais des soucis de performance, parce que le plus difficile pour eux, ça reste de négocier des droits d'exploitation pas trop chers. Alors, histoire de donner une suite à cet âge d'or, moi j'ai envie de vous parler mode. Parce que de tous les jeux dont je vous ai parlé, ou presque, des communautés se sont créées avec du contenu. Alors 4D Sport Driving va se trouver différents éditeurs de circuits. D'abord sous MS-DOS, puis Windows Linux, des éditeurs de véhicules. Tout pour donner un second souffle au jeu. Ne lui manque qu'un embellissement graphique. Transport Tycoon. Je ne vous avais pas parlé de ce vieux MS-DOS sorti en 1994. Je l'avais zappé à l'époque aussi, et je l'ai découvert une décennie plus tard quand des fans ont recréé le moteur de zéro pour accoucher d'OpenTTD. Refaire le jeu à l'identique tout en corrigeant les bugs et en ajoutant des fonctionnalités. Je crois qu'on avait dû annoncer des versions de ce jeu. On en a parlé il y a quelques temps parce qu'ils ont refait un moteur réseau. Alors d'abord nécessitant les fichiers originaux pour les graphismes, la refonte a évolué avec des sons recréés, des graphismes nouveaux, gratuits et même un support réseau. Quand je vous dis que l'époque est folle et qu'il n'était pas possible d'avoir joué à tout. Du côté de Doom, ce sont aussi plus de 30 années qui se sont écoulées. Mais certains n'ont en fait jamais arrêté de créer des niveaux. Ces irréductibles continuent de faire des nouveaux niveaux, dont John Romero lui-même. Le moteur est modernisé, Z-Doom, puis GZ-Doom, puis LZ-Doom, enfin UZ-Doom, jusqu'au prochain. Certains niveaux sont créés spécifiquement pour ces moteurs. Car ils enlèvent les contraintes historiques, liberté totale de polygones, quantité de 3D. Il y a aussi pour ces moteurs modernes un mode Brutal Doom qui pimpe les niveaux historiques, mais aussi simplement le moteur en lui-même, en ajoutant des explosions d'hémoglobine, des animations aux ennemis, des tas d'effets de lumière. Alors c'est pour amateurs avertis. Hein. Quake aura aussi une belle série de modes avec de nombreux niveaux, une version actualisée de son moteur et même une version libre de ses niveaux d'origine. Donc vous pouvez chercher Libre Quake et Iron Whale sur GitHub, on mettra les liens. Tout ça ne suffit pas. La communauté n'est pas en reste avec la sortie d'un mode titanesque au doux nom de Quake Brutalism Jam 3. 77 nouvelles maps sur le thème du brutalisme. Brutalisme, c'est du béton. Comme au Havre. J'ai rincé le mode. C'est un travail professionnel, de nouvelles armes, de superbes textures, des conceptions architecturales délirantes, des histoires originales grâce aux possibilités de scripting avancé du moteur et vraiment des heures et des heures de jeu. Hein. Le niveau le plus balèze, il est donné pour 3 heures de jeu, juste un niveau. Du côté de Tomb Raider, le projet Open Lara permet de rejouer aux vieux épisodes. C'est encore balbutiant, ça prend du temps, mais peut-être qu'un jour on aura droit à des épisodes amateurs, qui sait. Parce que j'ai cru entendre aussi qu'il y avait quelqu'un qui était en train de refaire un éditeur de niveau pour Tomb Raider. Donc, c'est naissant, mais il est probable qu'on ait du contenu dans les prochaines années. Alors aujourd'hui, il est toujours possible de rejouer à vos vieux jeux grâce à l'émulation. Je pense à DOSBox X ou 86Box. Vous pourrez redécouvrir toute l'épopée des FPS ou des Doom-like, car je n'ai parlé ici que des ténors. Il y a eu plein de clones en tout genre. Quarantine, un peu léger techniquement, mais précurseur de Carmageddon. Carmageddon aussi, on peut y rejouer. Redneck Rampage, un clone de Duke Nukem qui se passe dans un Texas fantasmé, mélange de fermiers surarmés et d'extraterrestres. Un jeu assez difficile, mais un level design intéressant. Je vous le conseille, il est à voir.
Cette époque était tellement intense qu'un éditeur s'est mis sur les rangs, GOG, pour Good Old Games. Et GOG a racheté les droits de tonnes de bons vieux jeux pour en faire des versions compatibles avec votre ordinateur moderne. Une sorte de garantie que ça va fonctionner. Spoiler alerte, hélas, pas toujours, ça fonctionne parfois mieux en émulation classique. Bon, le site est intéressant, avec des tarifs corrects, et surtout les protections des jeux ont été enlevées, c'est DRM free. Ça fait du bien. Voilà, légèrement indispensable, avec par exemple la série des Colin McRae, dont la protection DVD de l'époque avait eu aussi mauvaise presse que les virus traditionnels. C'était une espèce de rootkit qui se mettait dans le noyau Windows. Ah oui, il faudra aussi faire une chronique sur les protections dans les jeux vidéo. Je note. Voilà. Alors voilà. Donc je vous laisse plein de liens. Pour les moteurs, pour tout ça. Voilà, les moteurs, les jeux, et voilà, faites des découvertes. Sur underscore.radio.fm. Exactement. Merci Roudoudou pour ta chronique sur les jeux vidéo des années 90. On écoute une chiptune et ensuite on passe à l'agenda. Il s'agissait de Party Scroll de Lepsidé, la musique de Greg Phil, une musique qui a été classée seconde à la RR Meeting 2026. Et c'est une musique encore sur Commodore, comme quoi. Bien sympa. Et oui. Voilà. Eh bien, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et nous passons à notre agenda. Et qu'est-ce qu'on a ? Ah bah oui, sortir de Windows, installe Linux sur ton ordi. Linux est un système d'exploitation stable et fiable, sécurisé, pertinent. Pourquoi tu n'y crois pas ? Je te sens douter. Des fois. Il est devenu, depuis plusieurs années, très facile à prendre en main. Et ça, c'est vrai. Plus de soucis avec les virus et des mises à jour faciles au fil de l'eau. Pendant cet atelier, je vous accompagnerai pour apprendre toutes les étapes et tester ou installer une version Linux sur votre ordinateur. C'est pas Cécile qui vous accompagnera, mais c'est l'intervenant. Nous pourrons laisser Windows dessus pour une transition en douceur. Prévoir votre ordinateur ayant effectué une sauvegarde de toutes vos données. Ça, c'est le plus important. Une clé USB qui sera formatée et une boisson à partager. Ce sera sur inscription. Et ce sera le mardi 24 février de 18h à 21h au Valence Atelier Libre, 13 bis rue Montplaisir à Valence. Formation, impression 3D, découvrez comment utiliser les imprimantes 3D du Fabrico pour imprimer vos réalisations les plus folles ou de petits objets utiles du quotidien trouvés en ligne. Payant, sur inscription, ce sera mercredi 25 février de 18h30 à 20h30. C'est au Fabrico, 7 rue Belle-Image, Valence. Rajeunir son smartphone, installer un autre système Android récent, protecteur des données et très dégoglisé. Lors de cet atelier, on vous propose de présenter iOS, c'est ça ? Ouais, je sais toujours pas comment on dit, c'est un /e/os, mais bon. Et de vous donner toutes les clés pour son installation sur votre téléphone, puis, pour les plus courageux qui en acceptent les risques, de le faire directement, soit le soir même. Donc c'est sur inscription, c'est toujours au Val, le 26 février de 18h30 à 21h. Au 13 bis rue Montplaisir à Valence. Et puis on a
Terre du Geek, le festival de la pop culture avec des jeux vidéo, arcade, de la VR, tournois rétro gaming auteur et jeux de société. On devrait y être normalement. C'est le 28 février, 14h à 18h, au Clévos, à Étoile-sur-Rhône. Numérique Geek. Tournoi de Mario Kart. Prêt à brûler la piste, le tournoi de Mario Kart 8 Deluxe le plus épique de l'année arrive. Que tu sois un pro des dérapages ou un fan inconditionnel, viens montrer ton talent ou encourager les pilotes en piste à gagner des goodies offerts par la Touche Geek et des parties gratuites chez Valence Arcade. Donc c'est sur inscription avec autorisation parentale pour les enfants. De 7 à 11 ans, il y a 16 joueurs et de 12 ans et plus, 16 joueurs. Donc ce sera le samedi 28 février de 13h45 à 17h30 à la Tour Maubourg, la médiathèque. Et dépêchez-vous parce qu'il ne reste que très 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 peu de place là. Je sais qu'il y en a qui se sont précipités dessus. Eh bien voilà, c'est tout pour l'agenda. Du lien et des liens. Eh oui. Qu'as-tu retrouvé pour nous occuper? Eh bien, alors, chers auteurs et auditrices et autrices de logiciels libres, nous avons trouvé plusieurs listes de programmes de financement pour la maintenance, ce qui est relativement rare, il faut le dire, les fonds étant souvent plus faciles à trouver pour le développement de nouveautés en général. Donc voilà, il y a 2 listes sur Codeberg et sur GitHub. Tant qu'on reste sur les logiciels libres, l'appel à participation des journées du logiciel libre des JDLL 2026 est ouvert. Vous voulez proposer un stand, une conférence, un atelier ou toute autre chose, vous avez jusqu'au 15 mars à 23h59. Voilà, on met le lien évidemment sur underscore.radio.fm. Et pour rappel, donc les journées du logiciel libre, c'est un événement autour des communs numériques dont l'édition 2026 aura lieu le week-end du 30 et du 31 mars à l'ENS de Lyon. Voilà, super lieu. Ah oui. Et enfin, Ramsès, non pas le pharaon, la mission conjointe ESA-JAXA, qui a rendez-vous donc avec l'astéroïde Apophis en 2029, a maintenant son site web qui raconte la mission, la science qu'il y a derrière et les instruments utilisés. Donc pour les fans de science, plein de choses à voir. Impeccable. Et vous pouvez retrouver les liens sur underscore.radio.fm. Astrologique, frottons cette boule. Old school, les modes ne sont plus à la mode, ni les modes d'ailleurs. Technocritique, pas d'IA, pas de chocolat. DevOps, compte tenu de la teneur du conteneur qui t'ennuie, sa tenue à jour t'honore. Graphiste, tu connais pas le groupe de David Revoy et les Krita Mitsuko? Ouais. Imprimeur, non, l'alcool c'est pour le polycopieur. Promis. Électronicien, oh. Le fer est chaud, il faut vite souder les condos. Non, Ok. Ouais. Allez, on y va, enfin on soude. Allez, on soude. Allez, on va aller se coucher, Mému, là. Oui. C'est l'heure de la sieste. Il y a eu un coup de soleil. Ah oui, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Eh ben oui. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est pas faux. Mais t'as rien compris. C'est pas grave. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Ah bah oui, déjà. Eh bien, la semaine prochaine, Terre de Geek. Ah oui. Retrouvez-nous au Clévos. Et oui, en direct. Samedi. Oui, samedi bien. Hein. Ah, moi aussi, samedi. Ah ouais, parfait. Nous, plutôt en semaine. Aussi. Eh bien, vous pouvez nous retrouver aussi sur underscore.radio.fm et on enregistre nos émissions sur le plateau de Radio Méga. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas que moi qui ai besoin de faire la sieste. Faut en antenne. Voilà. Allez, salut. Allez à la semaine les prochaine. enfants. Au revoir. Au revoir. Salut, bye bye. Bye bye.